Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour corriger les exercices 4 et 5 que je vous avais commentés hier. Alors avant de commencer les exercices 4 et 5, j'ai voulu réécrire un petit peu à ma façon la méthode de résolution de problèmes pour faire le lien un petit peu avec ce que on a déjà vu ensemble en classe. Donc ensemble on a déjà vu une certaine façon de faire. J'ai voulu un peu rattacher cette façon avec celle du livre. Alors, si vous regardez ici sur la partie qui est à droite, selon la méthode qu'on a déjà vue en classe, alors j'ai mis des points, et les points que j'ai entourés, c'est les parties qui sont nouvelles, d'accord, par rapport à ce chapitre. Alors, on avait toujours dit au début, on lit l'énoncé, puis la question, et on comprend ce qu'on lit. D'accord? Tous les mots doivent être compris en termes de vocabulaire. C'est pour ça que pendant l'examen, je n'hésite pas à répondre à des questions de vocabulaire parce qu'on doit comprendre le texte pour pouvoir démarrer, comme on dit, et résoudre. Ensuite, je vous demandais toujours de souligner les mots ou les données importantes, les informations importantes. Importantes par rapport à quoi? Par rapport à la question. Ça veut dire quelles sont les données importantes qui vont me permettre de résoudre le problème et donc de répondre à la question. D'accord? Ensuite, pour l'étape 2, je vous l'avais dit, on l'avait commencé un petit peu au début de l'étape 3 en classe. J'ai commencé à réécrire de manière simple et courte les données du problème. Pour l'instant, vos problèmes sont relativement simples, donc écrire les données, c'est rapide. Mais vous allez voir que plus tard, lorsque les résolutions de problèmes vont devenir un peu plus complexes, c'est toujours bon de réécrire les données de manière simple et courte pour dès qu'on a besoin d'une information, ne pas être obligé de relire tout l'énoncé, uniquement revenir à ce qu'on a écrit en termes de informations importantes. D'accord? Donc ça c'est la partie pour l'étape 3. Écrire ce que l'on cherche, donc c'est l'équivalent pour moi de la première étape. Alors avant, en 4e année, vous écrivez ce que je cherche, de points, Nous on fait plus ça, on écrit directement ce qu'on cherche. D'accord? Alors c'est l'équivalent des petites étoiles, mes différentes étapes, ou mes 1, 2, 3, comme vous voulez. Nous, dans ce chapitre-là, ce que je cherche, ou ce qu'on cherche en termes d'étapes, c'est une seule. Pourquoi? Parce que justement, regardez le point d'après, on va écrire un calcul sous forme d'une chaîne d'opérations. D'accord? Donc le mot n'apparaît pas. C'est ça. Ok, bref. On va l'écrire sous forme d'une chaîne d'opérations. Puis on va effectuer, ça veut dire on va effectuer le calcul. On va l'écrire, puis faire le calcul tout simplement. D'accord? En tenant compte, bien sûr, des règles de priorité de calcul qu'on a vues dans ce chapitre. D'accord? Donc, ici, une seule étape pour ce chapitre-là, et on vous demandera d'écrire le calcul sous la forme d'une chaîne d'opérations. On effectue le calcul, puis on note le résultat, bien sûr sans oublier l'unité sinon on perd des points. Et à la fin, comme d'habitude, on conclut par une phrase qu'on appelle ici une phrase réponse. D'accord? Donc c'est très proche de ce que le livre disait. C'est le lien avec ce que nous on a déjà vu. Alors vous allez continuer dorénavant à faire à partir de ce chapitre-là. Pardon. Vous allez à partir de ce chapitre-là faire les résolutions de problèmes de cette manière, les résoudre de cette manière. D'accord? Donc, moi aussi, de mon côté, lorsque je donnerai une correction, je ferai de mon mieux pour que la correction suive ce plan-là. D'accord? Si c'est clair, tant mieux. Sinon, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, avoir une petite feuille carrée ou rectangulaire dans laquelle vous remettez toutes les étapes, puis vous la laissez comme avec un trombone, accroché à votre livre, puis à chaque fois que vous avez une résolution de problème, vous ressortez votre petite feuille comme une petite carte ou comme un petit aide-mémoire, puis vous réutilisez la feuille pour vous souvenir quelles sont les étapes à suivre pour une résolution de problème. D'accord? Ok, si ça c'est clair, alors on va aller sans plus tarder vers l'exercice 4. Alors, même une petite seconde avant, parce qu'on va quand même rappeler très très vite PEMDAS, parce qu'on va l'utiliser pour l'exercice 5 si c'est nécessaire. PEMDAS, c'est la priorité des opérations, P comme parenthèse, E comme exposant, donc tout ce qui est 2 puissance 3, 2 puissance 2, etc., les puissances. 3
multiplication, division. Donc, elles sont prioritaires sur addition, soustraction, et on les fait dans l'ordre dans lequel elles se présentent dans le calcul. Donc, on part de gauche vers la droite. Et enfin, addition, soustraction, là encore, on les fait dans l'ordre dans lequel elles se présentent et de gauche vers la droite. Ok? On y va avec l'exercice 4. Voilà. Alors, associe chaque énoncé à la bonne chaîne d'opérations mathématiques. Alors, c'est toujours un peu plate parce que là, il me donne la correction d'un coup, whoop, il ne me la donne pas au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas montrer la correction, on va décortiquer chacune des réponses. Je vais vous la montrer avec le petit curseur. Et à la fin, je vous montre toutes les réponses pour vérifier que si vous avez bien tracé vos lignes. D'accord? Alors, on y va. Petit a, on l'avait déjà fait, mais je vais le redémarrer. Je vais redémarrer dans le petit a. Avoir 10 de plus que le double de 100. Avoir 10 de plus que le double de 100. Déjà, ma façon de le lire, je coupe là où j'ai une première information et là j'ai une deuxième information. 10 de plus que le double de 100. Alors, pour savoir comment démarrer de ce que vous connaissez. Ça veut dire, on sait qu'on part de 100. Donc en fait, on part un peu à l'envers. C'est-à-dire, on sait qu'on a 100 ici. Oups. Donc on sait qu'on a 100 ici. On a le double de 100. Ça veut dire, le double, rappelez-vous, c'est multiplié par 2. Si je te donne 2 bonbons, puis je te dis, oh, je vais t'en donner le double demain, tu es content, parce que tu en auras 2 fois 2. Si j'ai donné 6 bonbons à quelqu'un, je dis, oh, tu en auras le double demain, il est content, il en aura 6 fois 2, 12. Donc le double, c'est fois 2. D'accord? Donc double de 100, 100 fois 2 ou 2 fois 100. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne dit pas avoir le double de 100, mais avoir 10 de plus que le double de 100. Donc double de 100, c'est 2 fois 100. Auquel je vais rajouter de plus 10. Donc 2 fois 100 plus 10. 2 fois 100 plus 10. Ça va? On continue. Avoir 4 fois moins que 100. Avoir 4 fois moins que 100. Alors, 4 fois moins que 100, c'est... alors, vous avez 4 fois. Donc, on est dans les multiplications de division. Mais quand on multiplie, le nombre final est toujours plus grand. Oui ou non? Donc, quand on dit j'ai 4 fois... Comment dire? Si mon résultat va être plus grand, j'ai 4 fois plus. Mais là, j'ai 4 fois moins. Donc, je fais une division. C'est l'inverse de la multiplication. Je ne vais pas avoir 4 fois plus que 100. Ça veut dire 100 multiplié par 4. Je vais en avoir 4 fois moins. C'est-à-dire je vais diviser mon 100 en 4, puis j'en prends juste une part. D'accord? Donc j'ai divisé ici. 4 fois moins, c'est la division. Donc 4 fois moins que 100, c'est 100 divisé par 4. Le voici. Ok? Petit c. Avoir 10 de moins que la moitié de 100. Avoir 10 de moins que la moitié de 100. On part encore de ce qu'on connaît. 100. Alors, je pars de 100 et je sais qu'on considère la moitié de 100. Ça veut dire 100 divisé par 2. 100 que je coupe en 2 parties égales, 100 que je partage en 2 parties égales, ou 100 que je divise en parties égales. En deux parties égales. Donc 100 divisé par 2. Ensuite, est-ce qu'on a dit avoir la moitié de 100? Non. Avoir 10 de moins que la moitié de 100. Donc, quand j'ai la moitié de 100, je vais enlever 10. Je vais soustraire 10. Donc, quand vous comprenez, vous allez vous arriver à coller le mot mathématique, le calcul. 10 de moins, ça veut dire j'enlève 10, et enlever en mathématiques, c'est soustraire, soustraction. Donc, 100 divisé par 2, auquel j'enlève 10, donc moins 10. Le voilà. 100 divisé par 2, moins 10. Ça va? On continue. Avoir 5 fois plus que le double de 100. Encore une fois, on part de ce qu'on connaît, 100. Et on nous parle du double de 100. Donc 100 fois 2 ou 2 fois 100, il n'y a pas de problème, on sait que la multiplication est commutative. On peut dire dans un sens ou dans l'autre, on ne change pas le résultat. Donc le double de 100, 100 fois 2 ou 2 fois 100, et on nous dit avoir 5 fois plus.
Donc, si on a le double de 100, ce nombre-là, qui est le résultat, donc 200, on le sait, on va après avoir 5 fois plus. Donc, on va multiplier cette quantité par 5. Alors, on y va. Le voici. 100 fois 2 fois 5. D'accord? N'oubliez pas que la multiplication est commutative. Donc, mon fois 5, il n'est pas obligé d'être à la fin. Il peut être aussi au début. Donc, 100 fois 2 fois 5. Ou 2 fois 100 fois 5, si vous voulez vraiment respecter ici. C'est bon? On continue. Avoir 2 fois plus que le tiers de 45. Si vous reprenez encore ma méthode, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je connais? 45. Qu'est-ce qui s'applique à mon 45? Le tiers. Le tiers, quand on avait vu les fractions, c'était quoi? Rappelez-vous, le tiers de 45. On avait fait ça. La fraction d'un nombre. Vous vous souvenez la fraction d'un nombre? Donc, 45 multiplié par un tiers, oui ou non? Mais on avait dit qu'une fraction, c'est quoi comme opération mathématique? C'est une division. Donc, 45 fois un tiers, ça revient à 45 divisé par 3. Je prends le tiers, je coupe en 3 parties égales et j'en prends une partie. Donc, 45 divisé par 3. D'accord? Multiplié par un tiers ou divisé par 3, c'est la même chose. Je vous l'avais montré la dernière fois quand on avait fait la fraction d'un nombre. Donc là, c'est vraiment une fraction. Le tiers, c'est 1 sur 3, un tiers. Oui, c'est ça, un tiers. Et je le multiplie par 45, donc je fais 45 fois 1 divisé par 3. Donc 45 divisé par 3, puisque 45 fois 1, ça fait 45. Ok? Est-ce que c'est avoir le tiers de 45? Non. Avoir 2 fois plus que le tiers de 45. Donc le tiers de 45, on a dit 45 divisé par 3, auquel on applique le 2 fois plus. 2 fois plus, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que je vais avoir un résultat final beaucoup plus grand qui va être multiplié par 2, parce que j'en ai 2 fois plus. Donc 45 divisé par 3, multiplié par 2, il est ici. C'est bon? On continue. Avoir 10 de plus que le double de 50, excusez-moi. Donc avoir 10 de plus que le double de 50. Ce que je connais, c'est 50, auquel on applique le double, donc 50 fois 2, d'accord? Ensuite, on dit, j'ai 10 de plus que le résultat de 50 fois 2. 10 de plus, ça veut dire j'en ai rajouté 10. Rajouter, c'est une addition. 50 fois 2 plus 10. Alors, on le cherche ici, il est là. 2 fois 50 plus 10. 50 fois 2, 2 fois 50, on n'a dit pas de problème, la multiplication est commutative. Donc 2 fois 50 plus 10. Ça va pour la F. On continue. Avoir 10 de plus. C'est la même chose? Non, 10 de plus, 10 fois plus, pardon. Ouf. Avoir 10 fois plus que le double de 50. Avoir 10 fois plus que le double de 50. On part de ce qu'on connaît, 50. On effectue le double, donc on multiplie par 2. Et après, j'ai pas 10 de plus. 10 de plus, c'était une addition, j'en rajoute 10. Là, j'ai 10 fois plus. Ça veut dire mon paquet qui est ici, 50 fois 2, je vais le multiplier 10 fois. Je vais le retrouver 10 fois mon paquet. Donc, je l'aurai multiplié par 10. D'accord? Donc, 50 fois 2 multiplié par 10. Où est-ce qu'il est? Ici. 50 fois 2 multiplié par 10. D'accord? Encore une fois, l'ordre n'est pas respecté, mais ça ne dérange pas parce que en multiplication, on peut changer, en multiplication pure, quand il n'y a que des multiplications, on peut changer de place sans changer le résultat. C'est la commutativité. Alors, les derniers, avoir 2 fois plus que le triple de 45. Avoir 2 fois plus que le triple de 45. Donc, on part de ce qu'on connaît encore une fois, le 45. Et qu'est-ce qu'on lui fait soumettre, ou qu'est-ce qu'on lui fait à ce 45? On lui fait soumettre le triple. Le triple, c'est, vous le savez, la multiplication par 3. Le double, c'est la multiplication par 2. Le triple, c'est la multiplication par 3. Donc le triple de 45, c'est 45 fois 3. Ça va? Tout comme le tiers de 45, c'était 45 divisé par 3. Vous avez vu? Ok. Donc 45 multiplié par 3. Mais est-ce qu'on a dit avoir le triple de 45? Non.
On a dit avoir 2 fois plus que le triple de 45. Donc 45 fois 3, auquel on va faire 2 fois plus, auquel on va soumettre, si vous voulez, un 2 fois plus. 2 fois plus, c'est tout simplement multiplié par 2. Donc au total, j'ai un 45 fois 3 fois 2. Alors on cherche ici et il est ici. 45 fois 3 fois 2. Ça va? Donc voilà, c'était la correction de cet exercice. Alors, avant de le terminer, je vais quand même vous montrer un petit récapitulatif. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre les réponses. Hop, comme ça, vous... Oups. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, on va réagrandir. Désolée pour le petit tour de passe-passe. Voilà. Ouf. Et tranquillement. Ok. Juste pour, comme sorte de aide-mémoire, c'est pas toujours vrai, mais c'est presque toujours vrai. Donc, je vais quand même, tout dépend aussi de votre phrase. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est plus pour vous guider, d'accord? C'est vrai en général, mais toutefois, il faut toujours bien lire la phrase, parce que dépendamment comment est tournée la phrase, parfois il peut y avoir une petite différence, d'accord? Donc en général, et j'ai bien dit en général, quand vous lisez ici, de plus, c'est que vous rajoutez, donc vous avez une addition, d'accord? Par exemple, le petit a. Si vous avez 2 moins, c'est que vous allez enlever, donc vous allez soustraire, vous avez une soustraction. Si vous avez quelque chose fois plus, en général, c'est que vous êtes en train de, comme on dit, grandir le résultat, le multiplier, donc multiplication, comme le petit d. Si vous avez quelque chose fois moins, en général, c'est une division. Je vais découper et en prendre une partie. Le double de, c'est une multiplication par 2. Vous doublez, donc vous multipliez par 2. Le triple de d'un nombre, donc vous multipliez par 3. Le tiers d'un nombre, vous le divisez ce nombre par 3. La moitié d'un nombre, vous le divisez par 2. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être comme une petite... si vous voulez l'écrire... Si on avait notre cahier vert, je vous l'aurais fait écrire sur le cahier vert. Juste pour vous en souvenir, avoir un repère. D'accord? Donc ces repères sont vrais en général. Toutefois, je vous conseille de toujours bien lire la phrase. Dépendamment comment elle est écrite, ça peut un peu changer. D'accord? Alors, moi aussi, si vous aviez votre cahier vert, je vous aurais fait recopier ça dans le cahier vert aussi. D'accord? Avec un exemple, etc., etc. Mais bon, nous, on va appliquer directement les exemples dans les exercices. D'accord? Ça veut dire qu'on va appliquer la méthode directement dans les exercices. Pour ce qui est de l'exercice 4, vous pouvez retenir ce genre d'aide-mémoire, on va dire, de petits repères. Je ne dis pas que c'est des règles ou des astuces, mais c'est des repères. Ça vous permet de faire vite le lien entre les mots et le calcul mathématique. D'accord? Mais méfiez-vous, c'est vrai en général. Parfois, vous allez voir, les phrases sont tournées d'une manière que ça peut un petit peu changer. C'est bon? Excellent. Pardon. Excellent. On va retourner aux exercices. Hop. Alors, on va y aller avec l'exercice 5. Alors, j'espère qu'il me le donne un à un. Oui, c'est bon. Alors, pour chaque problème, trouve l'opération appropriée et réponds à la question. Alors, petit a, je vous avais dit dans cet exercice, c'est comme un entraînement comment ça s'appelle, aux résolutions de problèmes, d'accord? Donc ici, vous avez comme des mini-problèmes à résoudre. Excusez-moi. Vous avez des mini-problèmes à résoudre dans lesquels il n'y a pas toute la rédaction à faire. Vous devez écrire uniquement le calcul sous forme d'une chaîne de calcul, idéalement un seul calcul. On ne veut pas plusieurs étapes, on veut une seule étape, c'est ça l'essentiel. Et ensuite, la conclusion, la petite phrase conclusion. C'est bon? Alors, petit a, Rina a 27 bandes dessinées, Louyamo en a le double. Combien de bandes dessinées Louyamo a-t-il? Alors, si on fait référence à l'exercice 4, et si vous avez noté un peu les petits repères que j'avais écrits sur la feuille, avoir le double d'un nombre, c'est tout simplement le multiplier par 2. Donc, Louyamo, combien de
Combien de bandes dessinées a Luyamo? Il en a, si on écrit le calcul, 27 fois 2. D'accord? Donc, là c'est très simple. Vraiment, il commence avec un exemple extrêmement facile. 27 fois 2, 54. Luyamo a 54 bandes dessinées. Il faut toujours conclure par une phrase et dire que le nombre correspond à quoi? D'accord? 54 bandes dessinées. Pardon. Petit b. Le capitaine Brochet et le capitaine Rouget ont trouvé des coffres au trésor. Celui du capitaine Brochet contient 201 pierres précieuses. Celui du capitaine Rouget en contient le tiers. Combien en contient celui du capitaine Rouget? Là encore, super facile, parce que le calcul est très simple. Donc, vous connaissez la quantité de pierres précieuses qu'a eu capitaine Brochet, et on sait que le capitaine Rouget en a le tiers. Or, rappelez-vous, dans l'exercice 4, quand on a fait les calculs, le tiers, c'était le tiers d'un nombre. On avait dit c'est multiplié par un tiers. Ça revient tout simplement à multiplier par 1, donc le nombre lui-même, divisé par 3. Donc, le tiers, c'est tout simplement la division par 3 de ce nombre. Donc, 201 divisé par 3. D'accord? Le coffre du capitaine Rouget contient 67 pierres précieuses. Si vous posez la division, 201 divisé par 3, rappelez-vous, en 20, combien de fois 3? 6, 6 fois 3, 18, 20 moins 18, 2, j'abaisse mon 1, en 21, combien de fois 3? 7, 7 fois 3, 21, 21 moins 21, 0. C'est une division qui est exacte, dont le reste est nul. Si vous voulez vérifier votre division, vous faites 67 fois 3. Si vous retombez sur 201, ça veut dire que votre 67 est juste. D'accord? N'oubliez pas la vérification de la division, pour être sûr que votre division était juste. D'accord? On continue. Un cinéaste américain a pris 15 heures pour se rendre en Asie par avion. Les décors pour son film ont pris 3 fois plus de temps par bateau. Combien d'heures a pris le transport des décors? On sait que lui, il a pris 15 heures pour se rendre en Asie, alors que le décor, lui, a pris 3 fois plus de temps parce qu'il a pris un moyen de transport différent. D'accord? Donc, combien d'heures a pris le transport des décors? Donc, 3 fois plus de temps, 3 fois plus de temps que le cinéaste, donc 3 fois plus que 15 heures. Donc, finalement, l'opération est très simple, c'est 15 fois 3. 15 fois 3, 45. Le transport des décors, ça a pris 45 heures. Parce que c'est venu en bateau, ça a pris 3 fois plus de temps. Donc un temps beaucoup plus grand, multiplié par 3, d'où 45 heures. Alors qu'en avion, ça a pris 3 fois moins de temps. On aurait pu faire le problème dans l'autre sens, en vous disant, les décors ont pris 45 heures, le cinéaste, lui, a pris 3 fois moins de temps. Donc 45 divisé par 3 et vous auriez trouvé votre 15. D'accord? On peut le prendre dans un sens comme dans l'autre. On continue. La sirène émeraude a perdu son collier de 24 perles. Une pieuvre a réussi à trouver la moitié du tiers des perles. Combien la pieuvre a-t-elle trouvé de perles? Donc on cherche le nombre de perles qu'a trouvé la pieuvre. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé la pieuvre? On a trouvé la moitié du tiers des perles. Les perles, c'est combien? 24. Donc, c'est la moitié du tiers de 24. Oui ou non? Ok. Donc, la moitié du tiers de 24, si on reprend la méthode que je vous expliquais à l'exercice 4, ça revient à dire... Pardon. Si je remplace les perles par 24, la moitié du tiers de 24, je pars de mon information, le 24, et je dis le tiers de 24, c'est quoi? C'est 24 divisé par 3. Est-ce que c'est fini? Non. Le résultat du 24 divisé par 3, je dois aussi en prendre la moitié. Donc je dois diviser par 2. Découper en 2 parties égales, c'est diviser par 2. Donc ici, c'est 24 divisé par 3 divisé par 2. 24 divisé par 3 divisé par 2. D'accord? Et comme on s'est mis d'accord, le faire en un seul et unique calcul. D'accord? En un seul et unique calcul. Donc si là, ici, je veux... si ici je veux appliquer les règles de priorité d'opération, je dois, ici j'ai que des divisions, donc la règle dit
je dois effectuer les opérations de division dans l'ordre dans lequel elles se présentent. D'accord? Donc vous faites 24 divisé par 3, ça fait 8, puisque 8 fois 3, 24. Ensuite, 8 divisé par 2, ben ça fait 4, puisque 4 fois 2, ça fait 8. Donc la pieuvre a réellement trouvé 4 perles, qui correspond à la moitié du tiers de 24. Ça va? Super. La dernière. Alors, la dernière, une petite réflexion juste par rapport aux dates, mais sinon on n'a aucune complication. Un billet de cinéma coûte 12 $, soit 4 fois plus qu'en 1975. Combien coûtait-il en 1975? Un billet aujourd'hui coûte 12 $, soit 4 fois plus qu'en 1975. Combien il coûtait en 1975? Alors là, regardez bien la phrase. Si on court tête baissée en disant « Oh, j'ai trouvé un mot repère 4 fois plus », celui qui est ici. Alors, c'est facile. Madame Ahlam a dit, si c'est 4 fois plus, c'est je multiplie par 4. Mais je vous ai dit, parfois, il est important de bien lire la phrase. Ça marche toujours en général. Mais il faut quand même comprendre le sens de la phrase, c'est elle qui va vous guider vers la bonne réponse aussi. Là, on vous dit 12 $, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 4 fois plus qu'en 75. Ça veut dire qu'en 75, c'était quoi? 4 fois plus ou 4 fois moins? Ah, là, vous m'avez compris. Donc, si j'ai 12 $ aujourd'hui, mon billet coûte 12 $ aujourd'hui, et ce 12 $, c'est 4 fois plus qu'en 75. Ça veut dire qu'en 75, en 1975, c'était 4 fois moins. Donc, vous allez diviser le 12 par 4. Et vous allez obtenir 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. Si par hasard, vous faites 12 multiplié par 4, ça va vous donner 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4, 48 $. Mais ça voudrait dire qu'en 75, le billet coûtait plus cher. Mais c'est pas ce que la phrase vous dit. La phrase vous dit, un billet de cinéma coûte 12 $, soit 4 fois plus qu'en 75. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il coûte 4 fois plus cher qu'avant. Donc votre résultat va être plus petit et non pas plus grand. Donc, c'est 4 fois plus, c'est le 12 $ qui est 4 fois plus. Donc si je veux savoir avant combien ça coûtait, ben c'est 4 fois moins. Et 4 fois moins, c'est divisé par 4. D'accord? Donc 12 divisé par 4, 3. Un billet de cinéma en 1975 coûtait 3 $. C'est logique. On garde l'idée que aujourd'hui coûte 4 fois plus, donc 4 fois 3, on retrouve notre 12 $. Ça marche. C'est bon? Excellent, super. Voilà. Hop. Donc, ici, ça vient terminer les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Je vais commenter avec vous les exercices à faire pour demain. Alors là, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour, j'espère, bien répondre aux 3 problèmes qui vous restent à résoudre pour demain. Alors, on a la méthode, on a les règles de calcul, et puis on a les repères des mots 2 fois plus, tiers, le double, 4 fois moins, etc. etc. Donc en tenant compte de l'ensemble de tout ce qu'on a vu dans ce chapitre, vous allez pouvoir, j'espère, facilement faire les 3 problèmes 6, 7, 8, page 133, 134. Alors on y va. On va avec l'exercice 6, je vais juste le commenter rapidement. Alors l'agent Monchot doit se rendre en Antarctique afin de s'informer. Il achète 3 journaux à 2,25 $ chacun. Donc un c'est 2,25 $, il en achète 3. 2 magazines à 7 $ chacun. Donc un c'est 7 $, mais il en achète 2. Il paye au caissier, il va donner 2 billets de 10 $ et un billet de 5 $. La question est, combien d'argent le caissier lui remet-il? Ça veut dire combien d'argent le caissier va lui rendre, la monnaie en fait. D'accord? Lui, il a donné 2 billets de 10 et un billet de 5. Combien le caissier va lui rendre d'argent? Après avoir fait ses achats et après avoir donné 2 billets de 10 et un billet de 5. D'accord? Donc, eux, ils écrivent ce qu'on cherche, données importantes, chaîne d'opération et calcul. Ce que je vous conseille, c'est de revenir à la méthode un peu que je vous ai donnée, qui n'est pas si loin que ça. Donc, ce que l'on cherche, dans le fond, c'est la réponse à la question. Alors, moi, j'ai tendance à échanger ces deux-là en disant, j'ai compris la question, je sais que ce que je cherche, c'est combien d'argent va lui remettre le caissier. Alors, tout de suite, je vais chercher les données importantes. Alors, premièrement, vous les soulignez.
Ensuite, vous les réécrivez de manière simple et concise, ça veut dire courte. Ensuite, vous dites ce que vous cherchez. Donc, vous cherchez quoi? Tout simplement le montant d'argent ou la quantité d'argent, je ne sais pas. Le montant, c'est plus juste. Le montant d'argent que le caissier va remettre à l'agent manchot. D'accord? Et ensuite, vous allez faire le calcul en une seule ligne de calcul. Un seul et unique calcul. Je vous ai dit dans ce chapitre, il y aura une seule étape, un seul calcul. Donc, vous vous débrouillez pour réécrire toutes ces informations et effectuer un seul et unique calcul pour répondre à cette question. D'accord? C'est un peu le c'est un peu le défi de cet exercice. D'accord? Après, c'est très simple, vous effectuez votre opération en tenant compte des règles de priorité et vous concluez. C'est bon? Super, on continue. Alors, Hugues, Malik et Stella vont à la patinoire pour s'exercer au tir au but. Hugues a porté 2 sacs de 12 rondelles. Les rondelles, vous savez, c'est les rondelles qui... un peu l'équivalent de la balle, là, mais pour le hockey. Donc 2 sacs de 12 rondelles. Malik, lui, a porté 4 sacs de 6 rondelles. Donc les données sont très simples ici. Alors petit a, si les 3 amis partagent les rondelles également, combien chacun en aura-t-il? Alors là, faites attention à la question. S'ils les partagent également, dans votre tête, ça va allumer quelque chose là. D'accord? Si on vous dit partage également, ça doit allumer sur un type de calcul mathématique. D'accord? Donc, si on a un partage égal, équitable entre les 3 amis, combien chacun va en avoir? Et là encore, j'insiste de répondre en un seul et unique calcul. Un seul et unique calcul. Donc, on donne les vous soulignez les données, vous écrivez vos données importantes, ensuite vous dites ce que vous cherchez en une phrase, donc on sait ce qu'on cherche dans le fond, c'est la quantité ou le nombre de rondelles que chacun va avoir après un partage équitable, et on va mettre le calcul qui sera un seul et unique calcul. D'accord? Et puis bien sûr, vous effectuez le calcul et vous répondez par une phrase-réponse. Petit b, si Stella n'avait pas oublié ses rondelles, chacun aurait eu 20 rondelles. Donc là, on suppose que Stella a apporté elle aussi des rondelles et qu'une fois qu'elle les a apportées, quand ils font un partage équitable entre les 3 amis, chacun aurait eu 20 rondelles. Combien de rondelles Stella devait-elle apporter pour que chacun ait 20 rondelles lorsqu'ils partagent le total des rondelles entre eux? Autrement dit, je vais dire d'une autre façon, s'il y en a qui n'ont pas bien compris, si je prends les rondelles de Hugues, de Malik et cette fois-ci de Stella, tout mélangé, et que je partage le tout entre tout le monde, je fais un partage équitable, chacun va avoir 20 rondelles. Or, je sais combien Hugues a apporté de rondelles, je sais combien Malik a apporté, je ne sais pas combien Stella a apporté. C'est la question du petit b. D'accord? Donc, combien Stella a apporté, de sorte que s'ils partagent tous ensemble, chacun va avoir 20 rondelles. C'est bon? Exercice 8. Lors de la cérémonie des prix Ciné-Cinoche, des sièges sont réservés aux artistes. Ces sièges sont situés dans les 15 premières rangées selon le code de couleur suivant. 30 sièges jaunes par rangée pour les artisans, 20 sièges bleus par rangée pour les acteurs. Alors, là, attention, par rangée, mais au total, vous avez 15 rangées. D'accord? Quand même spécifier ça. Tous les autres sièges sont rouges et sont réservés aux invités. Si la salle peut contenir un total de 2750 personnes, et si vous supposez qu'une personne s'assoit sur un siège, donc 2750 sièges, combien y a-t-il de sièges rouges? D'accord? Vous n'allez jamais mettre 2 personnes sur un siège. Donc, le nombre de personnes correspond au nombre de sièges. À ce moment-là, on vous demande combien il y a de sièges rouges. C'est bon? Là encore, j'insiste sur le fait que vous devez donner un seul et unique calcul. C'est ici le défi de ces exercices-là. D'accord? Donc, soulignez les informations importantes, réécrivez-les de manière courte et succincte, donc très claire et courte. Ensuite, vous dites ce que vous cherchez. Voilà, c'est très clair, le nombre de sièges rouges.
Ensuite, vous devez donner comme calcul une seule chaîne d'opérations. Vous pouvez avoir plein d'opérations, mais un seul calcul. Et ensuite, vous effectuez votre calcul en tenant compte des priorités d'opération et vous concluez par une phrase réponse. C'est bon? Voilà, ça vient terminer ici le cours d'aujourd'hui. Alors, je vous revois demain, Inch'Allah, pour la correction des exercices 6, 7 et 8. Sur ce, je vous dis, salam alaikum.